Bonjour à tous. Je vais commencer cette correction par la première étape qui nous était demandée, à savoir remplir dans cette colonne-là, avec une liste déroulante, pouvoir sélectionner uniquement des 0 ou des 1. Donc pour se simplifier la tâche, on va transformer ça en tableau. Donc aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau, j'en choisis un au hasard, et je vais pouvoir faire OK, puisqu'apparemment ça n'a pas pris les cellules qui sont au-dessus, donc tout va bien. Pour ma liste déroulante, je vais sélectionner la zone qui est concernée. Je ne me contente pas de sélectionner une seule cellule, mais toutes celles qui sont concernées. Et je vais aller dans Données, Outils de données. Et ici, on a cette icône qui nous permet de choisir une liste. Donc la liste, pour la source, on a le choix. Soit on écrit un 1 et un 0 quelque part et on va sélectionner ces deux cellules concernées. Il y en a qui me prennent les cellules qui sont là-dedans. Attention à ça. Parce que si jamais les données changent, vous risquez de vous retrouver avec 2 1 ou 2 0, ce qui serait un peu dommage. On peut sinon l'écrire directement à la main, c'est très facile. Donc je vais me contenter de cette solution puisque il n'y a que deux valeurs faciles à écrire. Je n'ai plus qu'à faire OK. Et à partir de là, je sélectionne n'importe quelle cellule et j'ai la possibilité de choisir entre 0 et 1. Mais maintenant, demander de remplir les colonnes qui sont en bleu, là où on a des formules. Et bien, donc c'est parti, on va faire ça. Pour la première, il m'est demandé de récupérer le code postal et d'y ajouter la ville avec un tiret au milieu. Donc on peut faire ici égal. Alors soit utiliser la formule concaténer, moi je vais me contenter d'utiliser le petit et commercial, l'esperluette. Et on n'oublie pas donc de mettre au milieu un petit tiret, donc un tiret sur du texte, donc c'est entre guillemets. Et de nouveau, on remet un et, le bout de colle qui va mettre ensemble tous nos morceaux. Et j'ai la ville qui apparaît ici. Donc voilà, si on fait ça, on se rend compte, la formule est là-haut, hein. On se rend compte qu'on a un trou ici, là. Pourquoi? Parce que là, le code postal, il a été mis sous forme de texte en mettant un espace au milieu pour éviter d'avoir, par exemple, ici Moulin qui s'écrive 3000. Alors, ça aurait pu être changé en utilisant un format personnalisé, mais quand on aurait fait cette fonction ici, ça n'aurait pas fonctionné. Pour que ça fonctionne sans avoir ce problème-là, il faut utiliser une fonction texte, prendre cette valeur numérique et mettre un format avec 5 zéros. Bon, après, si on veut faire ça proprement, on peut se contenter d'utiliser une formule qui va être un suprespace ou un substitut, remplacer un espace par un, par rien du tout. Donc je vais le faire ici, substitut, le texte, c'est là-dedans que je veux faire mon changement. L'ancien texte, donc ça va être l'espace. Et puis je veux remplacer par rien du tout, donc guillemets, guillemets. Et je ferme ma parenthèse ici. On voit que là, bah, c'est plus propre, on n'a plus l'espace. Alors j'ai parlé de la fonction suprespace qui ne fonctionnera pas ici, puisqu'en fait il va considérer ça comme du texte séparant deux morceaux, et donc non, c'était une mauvaise idée. Étape suivante, le libérer du règlement qu'on veut récupérer. Donc à partir de la feuille règlement, euh, ce qu'on a comme info concernant le règlement, c'est la valeur 2 ici. On va aller se mettre dans la feuille règlement et on voit, qui est sélectionné ici, le code dans la première colonne et ce qu'on veut récupérer dans la deuxième. Donc on va transformer ça en tableau avec le raccourci rapidement. On va lui donner un nom, tbl règle, règlement. Et puis on va pouvoir retourner dans notre feuille et remplir notre formule. Donc ici, c'est une règle, c'est une recherche V classique. On peut utiliser du recherche X, on peut utiliser du index equiv. On va rester basique. Recherche V, je la sélectionne. La valeur cherchée, c'est le 2, que je vais chercher dans mon tableau. Alors je pourrais rentrer, puisque maintenant je l'ai appelé TBL, mais je vais le sélectionner à la main pour qu'on revienne. La valeur, je la recherche dans la première colonne. Elle est bien dans cette première colonne, c'est 2, et je vais devoir récupérer virement. Donc, mon tableau ici est, il a indiqué TBL règle. Point virgule, on fait bien attention à mettre le point virgule si on change de page, parce que sinon il considère qu'on va aller récupérer les infos ailleurs.
Et ce qu'on veut récupérer, première colonne, deuxième colonne, donc c'est le numéro d'index de la colonne, c'est un 2. Et c'est une recherche exacte. Attention, ceux qui mettent du vrai là régulièrement, ou qui ne mettent rien, puisque le vrai est la valeur par défaut. Ici, ça fonctionnera puisqu'on a la chance d'avoir des valeurs ici qui sont classées par ordre croissant, mais si ce n'est pas le cas, vous aurez des résultats aberrants. Donc attention à ça, je valide et on voit que j'ai bien pour un 2 du virement. Et si je descends, je vais essayer de trouver autre chose. Voilà, ici, un chèque comptant. Si je reviens ici, un chèque comptant. Eh ben, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. La suite, de la même manière, on me demande à partir de la valeur qui est ici de me récupérer le stade du libellé. Alors, c'est depuis la feuille statistique. Je vais aller dedans. On a le code du bon côté, on récupère ça. Pas de particularité, on peut sélectionner tout. Alors là, il y a un peu plus de valeur, j'aurais pu faire un CTRL-SHIFT flèche du bas. Je transforme ça en tableau. Mon tableau, je l'appelle TBL Stat. D'accord. Et ce coup-ci, je vais pas revenir sur la page. Vérifiez bien, le code est ici. Ce que je veux récupérer, c'est là. Donc c'est dans la deuxième colonne. Je vais revenir sur ma feuille client et écrire ma formule. De la même manière, on peut faire une recherche V. Pour changer, je vais faire une recherche X. Allez. Donc une recherche X, je la sélectionne. La valeur que je recherche, c'est ici. Alors là, par contre, je vais être obligé de retourner dans la feuille, contrairement à ce que j'ai dit. Je la récupère dans la feuille statistique, ça ira mieux. Je la récupère à partir d'ici. D'accord. Ma valeur statistique, je la récupère dans la liste des codes statistiques. Et mon argument suivant, c'est ce que je veux récupérer. Eh bien, c'est dans cette colonne qui est ici. Alors ici, encore une fois, on avait le code qui était à gauche et le libellé qui était à droite. Donc une recherche V aurait fonctionné très bien. Si on avait quelque chose qui n'était pas dans l'ordre, eh bien là, la recherche X, j'allais dire, s'impose. Ou alors il faut modifier notre tableau à la base, puisque la recherche V recherche toujours dans la première colonne sélectionnée et ne peut récupérer que des informations qui sont sur la droite. Ici, je ne vais rien mettre de plus. On a d'autres arguments qu'on peut rentrer qui sont facultatifs, entre crochets. Je n'ai pas d'erreur, je ne pense pas avoir d'erreur, donc je vérifierai ça. Je vais fermer ma parenthèse et valider. Alors, j'ai dit que j'allais vérifier. Eh bien, pour ça, ce que je peux faire, c'est utiliser les valeurs qui sont ici, le filtre qui est ici, et ça me permet de voir toutes les valeurs qui existent, et je vois qu'il n'y a aucune erreur. Donc, je n'ai pas besoin de gestion d'erreur ici. Je vais agrandir un peu ma colonne, puisqu'on a des infos qui sont relativement larges. Et puis, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, eh bien, c'est tout simplement de récupérer les commerciaux, les libellés des commerciaux en fonction de leur code. Et ça se trouve ici dans cette feuille-là. Alors, ce que je vous disais juste avant là, à propos de la recherche V, je ne peux pas utiliser une recherche V en l'état puisque je vais chercher dans cette colonne-là. Je ne pourrai récupérer que des choses qui sont à droite. Donc, soit je récupère cette colonne-là, je la mets à droite, soit je refais une colonne, une recherche X qui me permet de chercher uniquement dans cette colonne et de récupérer des infos qui sont uniquement dans cette colonne. Pour changer, je vais utiliser donc la méthode qui consiste à déplacer. Je le fais ici avant d'avoir créé mon tableau. Si j'avais créé mon tableau avant, je pourrais le déplacer. Attention, quand je crée un tableau, à bien, quand on déplace une colonne, ne pas aller trop loin, ne pas avoir toute la sélection, tout le rectangle vert qui s'affiche, mais uniquement le trait droit vertical. Je vais créer donc mon tableau, sélectionner ici, il s'appelle tableau 5, je vais l'appeler TBL, et puis donc com avec 2M pour les commerciaux. Et donc je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas fait. Je ne vais pas revenir dans cette page-là. Je cherche dans la première colonne ce que je veux récupérer dans la deuxième colonne du tableau qui s'appelle TBL.com. Je repars donc dans ma feuille ici et je vais pouvoir rentrer ma formule, une recherche V que je sélectionne. La valeur qui me sert pour faire ma recherche, c'est le code du commercial. Je vais faire cette recherche dans le tableau qui s'appelle
TBLCOM que je sélectionne. Ce que je veux récupérer est dans la deuxième colonne. Et encore une fois, ce sont des correspondances exactes. Je peux fermer ma parenthèse et valider. Ma formule est là-haut et je vais refaire une petite vérification. Je n'ai aucune erreur, donc tout va bien. On me demande donc maintenant de mettre une mise en forme conditionnelle qui s'applique à une ligne entière. C'est ça que ça veut dire, le fait de mettre en surveillance. Alors, pour cela, il va d'abord falloir que je sélectionne toute la zone qui est concernée. Attention, ne me sélectionnez pas les lignes des en-têtes. Ceux qui font ça, souvent, se trompent en écrivant leur formule et tout est décalé d'une ligne. Donc maintenant que que j'ai sélectionné ma zone, je vais écrire ma formule pour cette cellule-là, qui est la cellule A9. Donc je vais dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Pour les Mac, on fait classique pour pouvoir utiliser une formule pour pouvoir accéder à cette possibilité. Et ma formule, bien, c'est quand égal, puisque c'est une formule, quand A9 est égal à 1, donc A9 est égal à 1, et je veux que ça s'applique, maintenant ça se décale correctement pour tout le reste de ma plage. Donc quand je me décale vers la droite, il faut que le A reste un A. C'est pas ici que je dois regarder s'il y a un 1. Donc il faut que je mette un dollar devant le A. En revanche, quand je suis sur la ligne 10, c'est pas dans la cellule A9 que je vais regarder, c'est bien dans la A10. Donc surtout, pas de dollar devant le 9. Un format à afficher, je vais me prendre du vert comme remplissage, peu importe. Je fais OK. Pour les Mac, il y a une valeur par défaut. Pour les PC, n'oubliez pas de mettre un format, sinon vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Et là, je peux vérifier, à chaque fois que j'ai du 1, j'ai bien du vert. Et si ici, je supprime, je n'ai plus un 1, je passe bien à couleur d'origine, par défaut. Et je vais faire un CTRL Z pour revenir à ce que j'avais avant. On me demande maintenant de calculer la date de validité plus 30 jours à partir de la feuille de vie. Donc, je vais me rendre dans la feuille de vie. Et bon, comme d'habitude, on va faire un petit tableau. Hein. Alors, je vais prendre ça. CTRL L, je ne vais pas choisir la couleur, peu d'importance. Et c'est parti. Donc, on me demande la date de validité. La date de validité plus 30 jours. J'ai juste à rajouter 30 à ça. Puisque les dates, je vous rappelle que ce sont des noms. Alors déjà, je vais commencer par changer le format ici pour mettre un format plus adapté à date courte. Je sélectionne ici et je n'ai plus qu'à ici maintenant faire égal cette valeur-là plus et 30, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à valider et on a la date qui s'affiche automatiquement. Donc la formule est au-dessus. Donc on voit que je suis le 2 janvier, je rajoute 30 jours, j'arrive au 1er février, c'est cohérent. Alors il y en a quelques-uns qui m'ont mis du mois décalé, décalé d'un mois. J'ai mis quasiment tous les points parce que c'est bien d'utiliser mois décalé, c'est une belle fonction, un peu plus compliquée que le plus 30. Et puis qui n'est pas tout à fait exact parce que en fonction des mois, il ne faut pas décaler de un mois, il faut décaler de 30 jours. Le mois décalé, ça peut être 28, ça peut être 29, ça peut être en général 30 ou 31. Donc en gros, ça marche la moitié de l'année, mais plus 31 est la vraie formule. On me demande ensuite de trouver le nom du commercial en fonction de l'interlocuteur. Bon, c'est un petit peu redondant hein, parce qu'on l'a déjà fait. Alors, je vais le refaire. Égal recherche X cette fois-ci. Allez, donc c'est cette valeur qu'on va chercher. On va chercher cette valeur dans la colonne où on a le code et on va récupérer la valeur qui est dans la colonne où on a les noms. Et je peux fermer ma parenthèse. Encore une fois, une petite vérification. OK, on n'a pas d'erreur, donc pas besoin de gestion d'erreur. Si on devait faire une gestion d'erreur, on pourrait, hein, juste pour la beauté du geste. Eh bien, je vais mettre ici. Donc, l'erreur qu'on a normalement sur une recherche, c'est du NA, not available. Et donc, pour s'en affranchir, c'est la fonction si non disponible. Parce que NA, not available, ça veut dire non disponible en français. Donc, si non disp, on peut aller la chercher.
ça fonctionnerait exactement de la même manière avec la fonction si erreur. Je vais prendre celle-là. Si erreur corrige toutes les erreurs, si non disp ne corrige que les erreurs de disponibilité. Donc là, on a légèrement modifié notre fonction. On a nos si non disp, if any en anglais, et il n'y a pas de raison qu'on ait plus d'erreurs. Donc tout va bien. Code client, c'est reparti. On va faire une formule de la même manière. Et bien donc une recherche V, toute basique. La valeur cherchée, c'est le code client. Point virgule. Je récupère ça dans ma feuille client là, sur laquelle j'ai déjà travaillé. Et je vois que, heureusement, j'ai mon code client qui est à gauche du nom que je veux récupérer. Donc je peux me contenter de sélectionner ces deux colonnes. Je vais rechercher le code ici, là dans cette colonne, et je vais récupérer ce qui est là. Donc ça, c'est la deuxième colonne de ma sélection. C'est pas la deuxième colonne de tout mon tableau, mais de ma sélection qui est ici. Et je peux mettre un faux puisque c'est une correspondance exacte, encore une fois, on n'a pas de valeur intermédiaire. Et j'ai mon nom de client qui s'affiche ici, avec la formule qui est au-dessus. On me demande de récupérer un statut en fonction des informations qui sont à gauche, en fonction du retour client et de la date. Alors je vais récupérer exactement ce qui m'est demandé, comme ça m'évitera de me tromper, de faire des erreurs. Donc, si le retour client est accepté, mettre devis accepté. Donc déjà, ça on peut le faire. Égal, si le retour client, c'est ça. Si ça, c'est égal à accepté. Je rappelle qu'accepter, c'est du texte. Donc, on n'oublie pas de mettre les guillemets. Donc, si retour client est égal à accepté, dans ce cas-là, je veux que soit écrit devis accepté, qui encore une fois est du texte, donc entre guillemets. Devis accepté. Point virgule, maintenant ma valeur s'il faut. Donc sinon, si la date de validité est supérieure à la date du jour. Alors la date de validité, elle est où? La date de validité, elle est ici. Donc si ça, c'est supérieur à la date du jour. Donc ma date du jour, soit je l'écris dans une autre cellule en mettant la formule aujourd'hui, soit je l'écris directement ici. Donc si la date de validité, c'est ça, supérieur, signe supérieur, et donc la date du jour, ben, c'est aujourd'hui. Donc je vais pouvoir mettre aujourd'hui. Je n'oublie surtout pas de fermer la parenthèse. Aujourd'hui n'a pas d'argument. Donc ça, c'est mon test logique. Point virgule. Que se passe-t-il? Donc si la date de validité est supérieure à la date du jour, il faut écrire devis en retard. Donc devis en retard. Je ferme mes guillemets. Point virgule. Et ma valeur, si c'est faux, eh bien dans ce cas-là, si c'est pas le cas, si c'est faux, je mets en cours. Toujours entre guillemets puisque c'est du texte. Et là, je ferme ma parenthèse. Donc ça, c'est la parenthèse de mon deuxième si. Hein. Il est rouge ici, rouge ici. Le premier si est noir. Donc je dois fermer une deuxième fois la parenthèse. Et là, j'ai bien ma parenthèse rouge qui est fermée. Je peux valider. Et je peux voir que comme statut, j'ai les trois possibilités. Devis accepté, devis en retard, en cours. Et je n'ai pas d'erreur. Donc tout va bien. On va élargir la colonne ici pour permettre d'avoir la formule qui s'affiche en entier. Pour la partie suivante, on me demande de remplir donc la colonne K. Je vais faire pareil, CTRL-C de la question et je vais coller ça ici, CTRL-V, et je vais pouvoir supprimer ça. Hop. Donc dans la colonne K, mettre automatiquement oui si le retour client est égal à accepter et que le total hors taxe est supérieur à 2000. Donc là, c'est une fonction si, puisque soit on met accepter, soit on met non. Et puis, par contre, pour avoir le accepté, il faut vérifier plusieurs critères. Donc, c'est une fonction et qu'on va imbriquer dans notre test logique. Donc, égal si, mon test logique est, et donc, et quoi, et retour client est égal à accepter. Donc, le retour client est ici. Et il faut que ça soit égal à accepter, toujours entre parenthèses. Attention à bien écrire. Pareil, accepter, il y a un accent sur le E.
Si on met une majuscule ou pas, ça ne change rien. En revanche, si on oublie un accent, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est si le retour client est égal à accepté et si le total hors taxe est supérieur à 2000. Bon, le total hors taxe, il est ici, est supérieur à 2000. 2000, c'est un nombre, je n'ai pas besoin de mettre de guillemets. Je peux fermer ma parenthèse et là, je ferme la parenthèse de mon et. J'ai donc fini mon test logique, je mets une point-virgule. Ma valeur, si c'est vrai, si ces deux conditions sont remplies, dans ce cas-là, je veux que soit écrit oui. Eh bien, c'est parti, oui, entre guillemets. Et sinon, bah, c'était non. Je peux fermer ma parenthèse, et là j'en ai qu'une seule à fermer. Pourquoi? Parce que mon et, la parenthèse est déjà fermée. Et là, je ferme uniquement la parenthèse de mon si, contrairement aux deux si imbriqués tout à l'heure. Là, on n'a pas de si imbriqué. C'est juste mon test logique qui fait appel à une fonction et. Je valide. Ah, le problème, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai tout simplement oublié de fermer le guillemet de mon nom. Je valide et cette fois-ci c'est bon avec ma formule qui est là. Pour la suite, on nous demande d'aller dans les cellules N3, N4, N5 et de mettre les formules qui font ce qui est demandé, donc en français ou en anglais. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui m'ont fait des fonctions qui ne se mettent pas à jour quand on filtre. Ça ne prend pas en compte les segments qu'on peut utiliser ou le filtre qu'on peut utiliser dans notre tableau de données. Donc là, c'est pas une formule nombre, c'est pas une formule somme, c'est pas une formule nombre aussi, parce qu'il suffirait de faire un nombre de valeurs, les autres étant vides. Donc c'est une fonction sous-totale. Alors je vous rappelle que je l'avais mis à votre disposition un, un fichier que j'avais appelé le pense-bête. Donc on va aller regarder ici, là. Et dans le pense-bête, qu'est-ce qui est demandé? Un certain nombre de choses. Si on descend là, et en fait, c'est pas là, c'est plus bas. Voilà, formule qui donne la moyenne, le nombre de valeurs, la somme d'une colonne d'un tableau en tenant compte de la sélection faite avec un segment. Ne prend en compte que les lignes visibles. Donc c'était ça, là. Fonction sous-totale. Alors, la fonction sous-totale, bah, c'est parti. Égale sous-totale. Sous-totale, qu'est-ce qu'on veut ici? Le nombre de lignes. Bah, nombre de lignes, c'est le nombre de valeurs, ou le nombre tout court si on a un format numérique. Je vais prendre le nombre de valeurs, et puis après, il va falloir sélectionner une plage, donc une colonne, dans laquelle il n'y a pas de trou. Donc on va prendre, enfin on peut prendre n'importe laquelle, numéro de devis, allez, on va prendre numéro de devis, je sélectionne cette colonne, je ferme ma parenthèse. Et donc là, j'ai 739. Alors, il y en a beaucoup qui ont 739, effectivement, mais c'est pas tellement ça qui est important. Alors, les formules qui sont ici, je vais les aligner de l'autre côté. Donc voilà, vous avez la formule en français et la formule en anglais. Ici, le montant total, donc c'est une somme, donc égale toujours ma fonction tout total. Et ici, je dois choisir la valeur 9 qui correspond à une somme. Je double-clique sur la somme, le numéro de fonction, et je vais prendre les montants total hors taxe. À ce coup-ci, j'ai pas le choix sur la colonne, c'est cette colonne-là que je dois sélectionner puisque c'est à partir de cette colonne-là que je dois faire mon calcul. Alors, je vais faire un petit coup de formatage monétaire avec le raccourci CTRL-M, sinon c'est là-dedans que ça se passe. Hein. Je vous rappelle. Nombre de lignes acceptées se met à jour. Le nombre de lignes acceptées, en fait, c'est dans retour client. C'était pas devis accepté, hein. C'est le nombre de lignes où on a dans le retour client accepté. Donc on va compter le nombre de lignes où il y a des valeurs dans cette colonne. Égal MB, pas MBval, j'ai bien dit du saut total, puisqu'on veut que ça prenne en compte le filtre ou les segments. Donc sous total, le nombre de valeurs, point virgule, j'oublie pas pour garder mon 3, et je sélectionne la colonne retour client puisque c'est là qu'on a le mot accepté. Et donc on voit qu'on a 730 lignes au total, dont 330 avec accepté. Et si je filtre, si je vais prendre un filtre pour prendre que les oui par exemple, okay, on voit que ça se met à jour ici. Là. Et pas, c'est pas une formule
qui est fixe. Donc là, si je prends nom, bah, normalement, on en a quand même beaucoup plus, hein. Et je peux enlever mon filtre. Et enfin, la dernière étape pour la feuille de vie, on me demande de mettre en surveillance la ligne entière si le statut du devis est en retard. Donc si ici, hein, le statut est là, hein, si dans cette cellule-là, c'est écrit en retard. Alors donc ça, c'est la colonne I. Puisque je dois faire la ligne entière, hein, enfin c'est un peu une répétition, on l'a déjà fait dans l'autre cellule, hein, dans l'autre feuille, je veux dire. Je sélectionne tout ça et j'écris pour cette cellule-là et je fais ma mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule pour les règles, un rappel pour les maths classiques, et ma formule c'est égal à, donc, cette cellule-là c'est quand I9, et je veux que ça reste sur la ligne, je mets un dollar devant la lettre pour bloquer, je peux écrire mon I9, je ne mets pas de dollar devant le 9 puisque on veut que ça change de ligne à chaque fois qu'on descend. Et là, c'est donc en retard, en espérant de ne pas faire de faute d'orthographe, que ça a bien été écrit comme cela dans ma colonne. Je vérifierai après. Un format, si c'est en retard, on va dire que c'est du négatif. Alors, je vais choisir cette couleur-là. Je vais aller dans autre couleur, personnaliser. Donc, c'est bien ce rouge-là que je veux. Mais par contre, on va le prendre en beaucoup moins fort. Donc, on va faire un OK ici et ici. Et là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Alors, je vais sélectionner ici, enlever, pour ne garder que les devis en retard. Et là, en retard. Et donc, on voit bien que effectivement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai bien dit, c'est pas en retard, c'est devis en retard ici. Donc, je vais modifier ma mise en forme conditionnelle. Donc, je retourne ici, gérer les règles. Et je peux revenir ici. Donc ce n'est pas en retard, mais devis en retard. Et je fais un OK. Et là, on voit que ça s'applique bien. Je vais pouvoir enlever mon filtre, faire OK, et sachant que en fait, bon, il y en a quand même relativement peu. Une toute petite remarque, en fait, en regardant, je trouvais que c'était pas très logique. Euh, Ici, là, la phrase qui était demandée, c'est que c'était si la date de validité était supérieure à aujourd'hui. Bon, c'est pas logique, hein. La logique, ça aurait été que ça soit le contraire. C'est si c'est déjà passé, c'est en retard. Si c'est pas encore, si c'est dans le futur, il n'y a pas de raison que ça soit en cours. C'est un petit détail, bien évidemment, ce qui était important. Ceux qui ont corrigé d'eux-mêmes et qui ont mis inférieur à la place de supérieur ici, c'est pas compté comme faux. Le but étant de vérifier qu'on a bien une structure correcte de scie imbriquée. Et maintenant, on attaque l'étape suivante, la création de tous les tableaux croisés dynamiques, pivot table en anglais, c'est le pourquoi du PT à côté. Donc on commence par un qui donne par mois la somme des montants des devis. Alors, on va faire notre tableau croisé dynamique à partir de ce qu'on a, où on a les montants des devis, donc c'est ici. On a une date, donc on va pouvoir avoir les mois, et c'est tout. On a besoin de la date et des montants des devis. Donc on part de ce tableau qui s'appelle, je ne sais pas, je ne peux pas l'avoir renommé, s'appelle tableau 6, bon, peu importe, on prend une cellule, n'importe laquelle, on fait insertion, tableau croisé dynamique, et on va faire ça sur une nouvelle feuille de calcul en laissant l'état, ça a bien sélectionné tableau 6, tout va bien. Ok, c'est parti. On a dit qu'on voulait par mois, bah, les mois c'est lié aux dates, donc je prends la date, pas de validité, c'est la date du devis, je mets ça dans les lignes. Alors, il va me regrouper par mois, mais il a développé dans chaque mois, on a les informations qui correspondent au jour. Je vais les virer, j'en ai pas besoin. Et puis, de nouveau, on a le champ date qui correspond au jour. Je vais l'enlever. Je ne garde que les mois. Comme ça, on a uniquement des champs qu'on ne peut pas développer et j'ai pas besoin de plus. Il y en a qui ont gardé, j'ai compté comme bon, hein, si on n'avait pas enlevé les autres valeurs ici, mais ça n'a pas d'importance. Ok, et on nous demande les montants hors taxe. Ben, je mets ça dans les valeurs.
et ça me met automatiquement donc la somme des montants. On me demande un format un peu plus adapté, donc je vais passer format de nombre. Attention, dans les TCD, toujours format de nombre et pas format de cellules. Donc du monétaire et 2 chiffres après la virgule, c'est ce qu'il propose. Et en plus, on a le séparateur des milliers qui facilite la lecture. On a donc terminé pour ce TCD. Le TCD suivant qu'on me demande, c'est le nombre de devis par commercial. Donc je peux retourner dans mon tableau, refaire un tableau croisé dynamique avec la même méthode. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon tableau, je le copie et je vais le coller ici. J'ai un deuxième tableau croisé dynamique. Alors, il ne s'appelle pas pareil, hein. Le premier, on n'a pas à aller voir, mais il s'appelait tableau croisé dynamique. Alors non, c'est pas le premier, c'est celui-là. Le premier, il s'appelait tableau croisé dynamique 1, c'est logique. On va l'appeler, on va le renommer TCD. Donc, mois et puis acheter pour hors taxe. Celui-là, on va l'appeler TCD. Alors, on me demande par commercial, donc commercial et puis nombre. Ok. Donc là, bah, je vais modifier ça. J'avais les mois, je ne veux plus des mois. À la place, je veux le nom du commercial. Et puis, à la place du somme de montant des devis, bah, il me faut quelque chose qui correspond à un nombre. Donc, je peux transformer ce somme en nombre. Je pourrais sinon virer ça et puis remplacer par n'importe quoi qui est du texte. Automatiquement, il va me le transformer en nombre. Je peux passer par là, aller paramètres de champ des valeurs. Le plus simple, c'est un clic droit. Et ici, là, je peux aller à la place de synthétiser les valeurs par somme, eh bien, je vais lui demander le nombre. Alors évidemment, le format, bah, il n'est pas terrible. Donc, je vais le changer. Un petit coup de format de nombre. Et puis, on va le mettre en standard. Standard, peu importe, ça me donnera des entiers. Et ça correspond à ce dont j'ai besoin. Alors, je vais rétrécir ça. Pour l'instant, j'ai pas besoin de changer le nom ici. Je le ferai éventuellement. Et par contre, j'ai pas envie que ça se remette, que ça reprenne toute cette place à chaque fois que je mets à jour mes tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais aller dans mon analyse ici, dans les options, options toujours, et je vais dire que je ne veux pas qu'il ajuste automatiquement la largeur des colonnes. OK. Et on va faire la même chose ici. Analyse, options, options, et ne pas, enfin, on décoche, ajuster. Alors ce coup-ci, c'est par mois, pardon, par statut. Et voilà, en fait, les sommes des montants. Donc, les sommes des montants, là, déjà ici, je vais faire la même manip. Copie, je colle ici. Et puis là, bah, c'est facile puisque j'ai à déplacer les mois pour les enlever. Et ce que je veux, ce sont les statuts. Et ben, je remplace statut dans les lignes. Et je n'ai plus qu'à changer un peu la largeur. Et on voit que j'ai directement des montants sur la bonne forme puisque je l'avais copié à partir d'ici. Alors le petit dernier, qui est un gros dernier d'ailleurs, je vais refaire la même manip. Je fais copier, je viens le coller ici. Et là, cette fois-ci, c'est à la place des mois, je dois mettre les commerciaux. Je prends moi, je le dégage et je vais récupérer le nom du commercial. Et donc, je vais agrandir ça. Et celui-là, un petit peu, pas besoin d'avoir pour le titre. Et on va me demander de trier ce tableau croisé dynamique et de ne faire apparaître que les 5 plus gros commerciaux. Alors pour trier déjà, je vais aller là-dedans. Alors c'est pas trier de A à Z parce que sinon il va me trier par ordre alphabétique des commerciaux. Il faut que j'aille dans l'option de tri supplémentaire et je vais aller en descendant, pas par nom du commercial, mais par somme de montants. Et je fais OK. Et là, je vois que mes montants sont classés par ordre décroissant. Il ne me reste plus qu'à filtrer pour en avoir que les 5 plus grands. Je retourne ici, là, sur mon bouton de filtre, et je vais aller dans filtre s'appliquant non pas aux étiquettes, puisque c'est pas lié au nom, mais aux valeurs. Et là, il me propose les 10 premiers. C'est ça que je vais récupérer. Et à la place de 10, je vais remplacer 10 par 5. Donc, ce sont les plus grandes valeurs. Je garde haut.
Je descends ça à 5. Les éléments, c'est le nombre de lignes, c'est pas un pourcentage du total des valeurs, etc. Et il ne me reste plus qu'à faire OK. Et on voit que je n'ai plus que par les 5 plus grands classés par ordre décroissant. On me demande maintenant de reproduire un tableau de bord là, qui ressemble à celui de l'exemple. Donc dans la feuille tableau de bord, l'exemple est ici. Alors je vais faire un copie et copier-coller ici du tableau de bord. Comme ça, je l'ai à proximité. Je n'ai pas besoin de changer de feuille sans arrêt. Je veux bien me laisser le redimensionner. Je l'ai en petit pour voir l'aspect, le positionnement, etc. Donc on doit récupérer les trois graphiques ici, ainsi que le TCD qu'on a fait tout à l'heure. Alors le TCD, je vais le récupérer tout de suite. Faire un CTRL X, parce que j'aime pas trop avoir les affaires en double. Et je vais le coller, on va dire, allez, par ici. CTRL V. Donc là, il va falloir que je change le style, hein, parce que franchement, c'est pas tout à fait ça. Alors, ce qui est utilisé, c'est peut-être celui-là. Après, il faut voir hein, dans les styles qui existent lequel correspond. La largeur, j'ai le nom qui rentre ici. Somme des montants hors taxe de devis, montant total acheté. On va changer ça. On va l'écrire directement. Montant total hors taxe. OK. Et on va faire un double clic pour que ça le mette à la bonne largeur. Bon, je suis pas sûr que la couleur, ça soit la bonne, hein, mais un peu importe. Et ça, ce tableau croisé dynamique, on lui a pas donné de nom, donc on va l'appeler TCD commercial et hors taxe. Si on fait les segments, qu'on puisse connecter tout ça derrière. L'étape suivante, l'évolution des montants sur l'année. Donc ça, c'est notre tableau croisé dynamique qui correspond, qui est ici là. Donc je vais insérer un graphique à partir de là. Alors ce graphique, on a vu que c'était une courbe. Je ne sais plus s'il avait des marques ou pas. On va mettre des marques dans le doute. Voilà, cette courbe, je la coupe et je vais la coller dans mon tableau de bord ici. Alors ici, là, c'est sur la première ligne. C'est sur la première ligne. Je vais me mettre là et comme ça, si je ne déplace pas, ça sera aligné. Et je peux réduire ici la largeur. J'ai donc mon tableau croisé dynamique ainsi que ce graphique qui sont pour l'instant alignés. Alors pour le nettoyage, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais regarder à quoi ressemble. Ah, il dit que je ne bougeais pas. CTRL Z pour annuler, c'est ça que je vais bouger de manière à voir. Alors, déjà l'aspect, on peut voir que on a une sorte de fond grisé derrière, léger. Alors, c'est peut-être celui-là, je vais revenir, oui. On voit qu'on a des traits verticaux, et donc légèrement plus grisé en bas qu'en haut, donc tout va bien. J'ai le bon style. Maintenant, les boutons, je les dégage, c'est super facile à faire. Je ne sais pas pourquoi il y en a beaucoup qui ne le font pas. C'est moche, ça ne sert à rien. Ça sert uniquement à filtrer. Et comme on fait des segments pour filtrer, eh bien, il faut les dégager. Et j'ai maintenant, alors en termes de ratio de taille, c'est à peu près le double de celle-là. Je vais le laisser comme ça, on va bien voir en hauteur ce que ça donne. Par contre, je vais l'élargir parce que celui qu'on a est beaucoup plus grand visiblement. Et le total, bien, je n'ai bien évidemment pas laissé total. Alors c'était marqué, je le déplace. Évolution des montants sur l'année. Ben, c'est parti. Double clic. Évolution des montants sur l'année. Et il faut probablement agrandir ça par rapport à l'ensemble. Je reclique sur l'ensemble, c'est sélectionné. Je le mets en gras et on va le mettre en 16. Et on va dire qu'on est pas mal. Le suivant, le nombre de devis par commercial. Ben, c'est parti. Celui-là, il faudra le mettre, on va dire ici.
hauteur, on va peut-être changer un petit peu, pour que ça soit à peu près la même largeur qu'ici. Là, je bénéficie du quadrillage, sinon on peut faire ça sans le quadrillage, bien évidemment. Mais je l'enlèverai après, ne vous inquiétez pas. Donc, on a dit le graphique, le nombre de devis par commercial. Je vais aller chercher ici, c'est ce TCD-là, et je vais entrer insertion, un graphique à barres, et ce sont des barres horizontales. Donc, on va faire ça. CTRL X, je reviens dans mon tableau de bord et je vais le coller ici. CTRL V. Alors, je vais le décaler vers la gauche parce que là, comme ça ne me plaît pas. Il veut bien. Donc, je le sélectionne et j'utilise les flèches. Voilà. Juste avec les flèches, je vais le mettre aligné sur le trait du quadrillage. On pourrait utiliser une autre méthode qui consiste à utiliser la touche Alt ou CTRL de manière à ce que ça se déplace case par case. Et puis là, c'est pareil, on va faire un gros nettoyage. Alors déjà, on commence par le style du graphique. À vue de nez, ça serait peut-être ça. Alors, bon, on en est loin pour l'instant, puisque total, c'est pas bon. Ça, il n'y en a pas besoin. On va le dégager. On voit qu'on a des traits, on a les ici en blanc, et c'est bien à l'intérieur. Donc jusque-là, c'est bon. Les noms de ces boutons-là, on débarrasse à chaque fois. Alors on est un petit peu plus grand là. Il va falloir agrandir en hauteur. Très nettement, je vais voir un peu plus tard ce que ça donne. Et puis le titre, donc c'est nombre de vies par commercial. Je sélectionne, je double-clique et je tape le texte. Bon, j'ai mis une majuscule. On va faire pareil. Maintenant, si c'est pas la même chose sur les autres graphiques, c'est pas très cohérent. Je resélectionne ça, on va voir la taille, c'est peut-être un peu grand, 18, je crois que j'ai mis du 16 sur notre graphique. Alors maintenant, il y a quand même un petit problème, c'est que là, on voit que c'est trié, et là, ça ne l'est pas. Eh bien, on va en fait faire le tri sur le TCD. Donc, je retourne sur mon TCD et je fais un tri sur ici les valeurs de manière à avoir quelque chose. Alors, je vais faire un descendant et vous allez voir que ça pose un problème. Donc, option de tri supplémentaire, je le fais en descendant pour aller le plus gros en haut, et ça ne se fait pas sur le nom du commercial, mais sur le montant des devis. Donc, on voit que c'est bien classé du plus grand au plus petit en bas. Et si je vais dans mon graphique, ça me met le contraire. Alors, c'est le principe que c'est un peu bizarre. En fait, c'est comme quand on trace un graphique, là on a l'axe des X et puis là on a l'axe des Y. Et en fait, la première valeur sur l'axe des Y, c'est celle qui est en haut dans mon TCD. Alors il y a deux solutions, soit on classe par ordre décroissant dans le TCD. Donc là, je vais reprendre ça et je vais changer l'option de tri supplémentaire, au lieu de faire du descendant, je vais faire de l'ascendant. Je fais OK et mon problème est réglé. Donc je peux en rester là. Mais l'autre technique, en fait, elle consiste à aller dans le graphique lui-même. Donc je vais sélectionner ça, je vais mettre peut-être un clic droit, mettre en forme, et donc ça m'ouvre cet onglet. Je peux le faire avec un double clic. Enfin, il y a différentes solutions pour faire ça. Et on va se placer sur l'axe parce que c'est en fait sur l'axe que ça concerne, hein. C'est le fait qu'on aille du haut vers le bas ou du bas vers le haut, c'est lié à l'axe. Donc on va aller dans les options d'axe ici et je devrais trouver, voilà, quand je descends, abscisse en ordre inverse. Ce ne sont pas les abscisses, ce sont les ordonnées, mais enfin on comprend le principe. Et là, en cliquant dessus, on voit que ça me l'a inversé. Donc on fait soit l'un, soit l'autre, évidemment pas les deux, puisque sinon on se retrouve pas avec ce qu'on veut. Donc je le décoche et on va pouvoir en rester là avec ce graphique. Je vais fermer ça pour essayer de gagner un peu de place. Et en termes de taille, on voit qu'il faudrait quand même agrandir à gauche. Et puis en termes de hauteur, on ne doit pas être très très loin de la vérité. Donc on va voir ça. Je vais aller chercher l'autre graphique, le dernier, là, qui correspond à la répartition des montants. Eh bien, donc le tableau, ça correspond par statut. Je me positionne dessus et je vais insérer un graphique. Alors ce coup-ci, ça sera un graphique en anneau.
je le sélectionne, CTRL X, couper, et je vais le coller. Alors, on va refaire la manip tout à l'heure pour avoir le même écartement là. Si je zoome ici, enfin, je peux déjà coller. Je vais les coller, CTRL V. Et après, c'est ma hauteur de colonne ici là. Je vais légèrement la modifier. Donc ici, j'ai une hauteur, pas de colonne de ligne, de 7,5. Et bien, on va faire la même chose pour la ligne, ça va être la ligne 19 pour moi. Hauteur de ligne 7,5. En faisant ça, ça devrait me remonter mon tableau légèrement. Et j'ai l'écartement qui doit correspondre ici. Bon, alors c'est pas tout à fait exact parce qu'ici je suis pas aligné. Donc, je vais légèrement aussi remonter. Et voilà, l'écartement maintenant est sensiblement à la hauteur de ma ligne. C'est ce que je veux. Je vais pouvoir dézoomer un petit peu et modifier quand même mon graphique parce que pour l'instant on n'est pas tout à fait à ce qui était demandé. Encore une fois, je dégage ces boutons. Masquer tous les boutons de champ. Ensuite, j'aurais peut-être dû changer d'abord le format. Alors, je me place, c'est ça que je veux, je me place dans mon graphique, je vais dans création et je vais changer. Et on voit que c'est clairement celui-là qui correspond. Donc là, on a quelque chose qui est gros, on n'a pas besoin de le changer, mais si on avait besoin de le changer, c'est sur la droite que ça se passe. Je peux faire un double clic ici pour accéder. On peut voir, c'est l'épaisseur de l'anneau qu'on fait varier ici. Très épais. Là, c'est beaucoup moins épais. Je fais un CTRL Z deux fois et j'ai du 50% qui correspond à ce que je voulais. Ensuite, mon titre, eh bien, on va le changer. C'est répartition des montants par statut. Donc c'est parti, répartition des montants par statut. Alors, statut, je ne sais jamais s'il faut un S ou pas, puisque c'est pour chacun des statuts ou pour l'ensemble des statuts. Je pense que les deux sont valables. J'en ai pas mis ici. On va mettre, on va laisser comme ça. Et on voit qu'on a quelque chose qui correspond sensiblement à ce qu'on voulait obtenir. Alors, on va prendre ici notre graphique et on va l'agrandir pour l'aligner ici, la partie droite. Et puis pour la hauteur, je vais l'aligner avec l'autre ici. Alors je vais vous mettre un peu plus précis. Et voilà, on va dire que je suis pas loin de la vérité. Donc il me reste à rentrer maintenant la partie chronologie, la partie segment. Et là, je manque un peu de place pour ça. Et ben, je vais agrandir ici pour être sûr d'avoir ce que je veux comme place. Alors le segment, on va partir d'un graphique quelconque. Je clique dessus et je vais faire dans analyse, je vais insérer un segment. On va faire un clic droit sans doute aussi. Et là, le segment, donc c'est sur les noms des commerciaux. J'ai juste à cocher nom du commercial. Je fais OK. Et j'ai mon segment que je vais déplacer ici. Alors en hauteur, je crois que je l'aligne, voilà. Je vais l'aligner. Donc je vais utiliser les flèches pour le descendre un petit peu. Hop, je suis aligné. En largeur, je vais l'agrandir un petit peu pour assurer le coup, pour être sûr que tous les noms des commerciaux tiennent. Peut-être le réduire un petit peu. Je vais l'agrandir en hauteur pour avoir tous les commerciaux qui tiennent directement. J'ai pas envie d'avoir la petite échelle sur le côté là. Et puis bon, après, soit on veut faire un truc propre et je l'aligne ici, soit je l'aligne ici pour avoir quelque chose. Et en fait, je peux très bien changer l'alignement de ces graphiques. Alors je vais le faire, ça prend un peu plus de temps, mais on va dire que c'est plus joli en fait quand il n'y a pas du blanc derrière. Ça marche bien pour l'instant. Si jamais on rajoute un commercial, forcément ça rentrera plus dedans. Je vais changer, rétrécir un petit peu ici. Enfin, je verrai en fonction de la chronologie, de la taille qu'elle prend. Nom du commercial, si j'ai besoin de le changer, bah je suis dans mon segment, je peux le changer ici. Je vais me contenter de commercial, enfin, c'est là-dessus que je peux jouer. Et si je veux changer l'aspect, eh bien, je vais mettre un foncé parce que ça se rapproche de mes couleurs. J'ai choisi jusqu'ici. Je reviens sur mon graphique, je vais prendre le même, et puis je vais entrer une chronologie. Donc je vais dans Analyse, insérer une chronologie. Donc là, c'est sur la date, pas sur la date de validité.
Et c'est parti, ma chronologie, je vais la placer donc alignée ici. Alors j'espère que je vais pouvoir la réduire un petit peu en hauteur sans que ça pose de problème. A priori, c'est bon. Donc ma chronologie par mois, si je veux changer, c'est ici que ça se passe. Mais là, ça n'est pas le cas. Je vais l'aligner à gauche avec mon segment de commercial. Je vais l'aligner à droite pour laisser un espace qui correspond à peu près. D'ailleurs, en parlant d'espace ici, celui-là est trop grand. Donc je vais m'embêter un petit peu et je vais faire quelque chose comme ça. La couleur, l'aspect, c'est pas tout à fait ça. Donc pareil, je vais dans le style et bah, c'est a priori cette couleur-là qui se rapproche le plus de ce que je veux. Alors ici, en autre, il ne devrait plus me mettre grand-chose puisque j'ai des valeurs qu'en janvier, février, mars, avril. Mais voilà. Et si je dézoome, est-ce que ça fait bouger mes autres graphiques? Alors d'habitude, c'est non. Bah là, c'est non. Même si j'avais fait une copie du graphique, là, il n'a pas pris en compte. Je vais donc connecter mon segment et ma chronologie. Alors, pas forcément la chronologie, je ne vais pas la connecter avec ça, parce que si je la connecte avec ça, bah, je perds des informations, donc ça n'a aucun intérêt. En revanche, il faut que je la connecte avec celui-là. Alors, je les ai nommés pour certains, pas tous. Je crois qu'il y en a un que j'ai oublié de nommer. Voilà, le graphique 3, avec un peu de chance, ça va pas être le bon. Donc, je regarde ce que j'ai. Commercial acheté, c'est celui-là. Et oui, je vais le connecter. Moi acheté, non, je ne le connecte pas. Et le dernier, donc c'est le graphique en anneau. Et puis, que j'aurais pu renommer. Je fais OK. Et je fais pareil, connexion avec les segments. Je peux le faire avec un clic droit, hein. Connexion rapport, et même principe, je regarde. Alors là, je vais connecter, bah, pas celui-là, parce que pour avoir les 5 premiers, si j'en garde qu'un seul, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas le connecter avec celui-là parce que ça me fait perdre des informations, parce que je les ai sans utiliser le filtre. En revanche, je vais le connecter avec la répartition, qui est donc le tableau croisé dynamique 3, et je vais le connecter avec les évolutions dans le temps, donc c'est le mois acheté. Et le comme nombre, bah, je ne le veux pas en fait. Je vais le déconnecter, c'était pas une bonne idée au départ de faire ce graphique, enfin ce segment à partir de ce graphique-là. Et là, je peux faire OK. Je vais pouvoir utiliser ce segment et on voit que ça fait bouger ces deux-là. En revanche, ces deux-là ne changent pas et c'est cohérent parce que sinon on perdrait de l'info. Même principe avec ma chronologie, ça me fait bouger ça, c'est normal. Ça me fait bouger ça, c'est normal. Celui-là, je ne l'ai pas vu bouger, mais ça devrait. Ça bouge un petit peu. Et par contre, ben, on voit que l'évolution des montants ne bouge pas. Donc c'est parfait. J'ai mon tableau de bord qui est à peu près terminé. Je n'oublie pas d'enlever l'affichage du quadrillage. Et donc pour la macro, bien, on va utiliser l'enregistreur de macro, ce qui permet d'écrire très très facilement quelque chose. Donc on peut voir sur l'exemple qu'il y a un bouton qui est ici, là. Je vais écrire mettre à jour. Alors, je crois que mettre à jour, tout simplement, euh, je l'ai écrit en dessous, là, dans une cellule, et puis j'ai juste entré un bouton en dessous. Alors le bouton, on peut mettre ce qu'on veut, n'importe quel objet dans Excel. Là, ça peut servir pour déclencher. Et donc, je vais aller dans illustration et récupérer icône. Et dès que ça, ouais, et ça y est, c'est un peu long. Alors, et je vais taper actualiser pour voir ce qu'il me propose. Et il me propose, voilà, ces onglets-là, enfin ces icônes-là. Donc, je pense que j'avais dû prendre celui-là. Et je vais refaire ça. Donc, icône mettre à jour. Alors, je vais déplacer pour que ça soit bien centré. Ici, et rapprocher un petit peu. Bon, si on veut changer la couleur, on peut, hein. C'est juste le remplissage de la forme. Et puis, eh ben, on va enregistrer une macro. Alors pour ça, soit on a développeur et on peut aller dans enregistrer une macro, mais on n'a pas besoin, on peut aller dans affichage, macro et enregistrer une macro.
Et puis quand on a un PC, on peut aller même directement ici, là, sur cet onglet qui est l'enregistrement d'une macro. On réfléchit avant d'enregistrer une macro à ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que une fois qu'on enregistre, tout ce qu'on va faire comme action va être écrit sous forme de code. Donc là, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est uniquement de actualiser tout ça. Et pour ça, en fait, eh bien, c'est tout simple. C'est aller dans Données et cliquer sur le bouton ici, Actualiser tout. Donc c'est simplissime. Je clique ici, je vais dans Données, je clique sur le bouton Actualiser tout et je reclique ici. Là, ça sera devenu un carré qui correspond à l'arrêt de l'enregistrement. Ou je suis pas sûr qu'il y ait ça sur les Mac. Donc sur les Mac, vous repartez dans Affichage et ici, là, à la place d'enregistrer, vous aurez le bouton pour arrêter. Allez, c'est parti. Je lance mon enregistrement. Je clique sur le bouton. Ma macro, elle va avoir un nom, je vais l'appeler actualiser. Je vous rappelle, pas d'espace, pas de caractère spéciaux. Le seul caractère spécial qui est autorisé, c'est celui-là. Vous pouvez l'utiliser pour séparer des mots. Le reste, on peut faire un raccourci, mais il y en a déjà un de raccourci pour l'actualisation, donc c'est pas très utile. Et puis la description, si on veut, c'est du texte qui apparaîtra dans le code, mais qui sera de couleur verte, parce qu'il y a une apostrophe devant qui dit au code, tu ne le lis pas. C'est pour aider, pour ceux qui passeront derrière à comprendre le code. Je fais OK. Mon action, c'est uniquement aller dans Données. Je fais actualiser tout. Et c'est terminé. Je peux arrêter l'enregistrement de ma macro. Voilà. Simplissime. Je fais un clic droit. Et dans mon clic droit, je vais aller dans Affecter une macro. La macro, elle s'appelle Actualiser. Et c'est parti. Je clique là-dessus, là. Eh bien, ça m'actualise mes données. Alors, on va faire un petit essai. Je vais aller dans les données qui étaient, c'est ici, quelles sont les données, je crois, oui, montant hors taxe du devis, là. Et puis, alors, bon, j'aime pas trop, je vais pas changer, mais c'est du monétaire. On va le basculer en monétaire. Ça sera plus propre. Et puis, 2 chiffres après la virgule, oui, il y a des chiffres après la virgule. On va laisser comme ça. Celui-là, là, eh bien, je vais le passer à 100 000 euros. Je pense qu'avec ça, on verra bien la différence. Je vais même peut-être taper 1 million par erreur. 100 000, c'est déjà beaucoup. Allez, bon, allez, 100 000. Et donc, si je reviens dans mon tableau de bord, il n'y a pas de changement particulier, tout est comme avant. Mais par contre, si j'actualise, et je vais le faire en appuyant sur ce bouton, on va voir que ça va se mettre à jour. Il va y avoir un commercial qui va se retrouver, sans doute, qui va augmenter ici. Donc soit il est déjà dans le peloton de tête et il va passer en haut, soit il est en dessous et puis il va passer devant Gabi Côté à coup sûr. Donc j'actualise et on peut voir, alors Gabi Côté est toujours là, donc il était déjà dans le peloton de tête et on voit que c'est par là que ça bougeait. On voit qu'en janvier, le début de la courbe est beaucoup plus haut. Et puis voilà. Donc notre macro ici, là, eh bien, elle fonctionne tout à fait. Alors je ne vais pas revenir en arrière. Très attention, quand on enregistre une macro, en fait, pas quand on l'enregistre, quand on fait tourner la macro, il faut faire très attention à ce qu'on fait avant. Ne pas hésiter à enregistrer parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc le montant, là, je ne sais pas combien c'était, donc je vais le laisser en l'état. Maintenant, si on veut enregistrer, faire une impression, alors je vais diminuer la largeur de ma colonne A. Ah, ça, il n'a pas aimé. Donc là, je vais revenir en arrière. Eh bien, tant pis, je vais la sélectionner et je vais prendre toutes mes données. Alors là, je suis franchement trop loin. Si je fais ça, il va peut-être me manquer un bout. Bon, si, c'est bon. J'ai tout là, je déborde un peu à droite, je déborde beaucoup à gauche, tant pis. Il aurait fallu que je modifie la largeur de ma colonne A et que je bouge en conséquence. Je ne vais pas le faire. Si je veux imprimer, donc je vais aller dans mise en page, je vais définir ça comme zone d'impression. Ça sera fait. Et puis je peux accéder à tout un tas d'autres parties qui sont liées à l'impression et à la mise en page. Donc je vais cliquer là-dessus pour y accéder. Donc je vais vouloir ajuster une page en largeur sur une page en hauteur, jusque-là c'est standard. Portrait, paysage, parce que l'aspect de mes données là, c'est clairement, enfin de mon tableau de bord, c'est clairement à
l'horizontale et pas à la verticale. Pour ce qui est des marges, je vais diminuer mes marges à gauche et puis un petit peu à droite aussi. Je vais centrer horizontalement et verticalement. Ou en bas, c'est pas la peine. Euh, En tas de pied de page, bah oui, c'est souvent intéressant d'en mettre. Donc, je vais faire du personnalisé. Je pourrais prendre ce qui existe déjà, hein, mais je vais aller dans personnaliser, ce qui me permettra de mettre, par exemple, à droite la date, et puis un petit tiret, et puis je vais mettre l'heure derrière. Voilà. Comme ça, à chaque fois que je ferai une impression, bah, j'aurai en haut la date et l'heure du moment à laquelle cette impression a été faite. De la même manière, je vais pouvoir aller en bas et donc faire un pied de page personnalisé. Et puis dans la partie de droite, mettre que c'est la page 1, la page sur laquelle je suis. Mais je vais quand même mettre un slash, même s'il n'y en a qu'une, justement, pour mettre le nombre de pages totales. En faisant ça, ça permet de montrer à la personne qui va recevoir l'impression qu'il y a une seule page et qu'il a toutes les pages. D'accord. Et on peut éventuellement, je vais revenir dans la partie en tête, c'est plus logique de l'avoir en tête, mettre ici le chemin du fichier ou le nom du fichier. Le nom du fichier permettra à quelqu'un qui a accès, si on est sur un réseau partagé, ça lui permettra de pouvoir aller voir le fichier directement. Alors on va en rester là, faire OK. Et là maintenant, si je fais une impression, eh bien je vais faire un aperçu à mon impression, hein, et on voit à quoi ressemblera mon impression. Donc le nom du fichier ici, la date et l'heure, et puis une page sur un. On voit qu'on a beaucoup de place à gauche, mais c'est pas bien. Et si on l'imprime, voilà, moi j'ai pas d'imprimante associée, donc ça me l'imprime par défaut sur du PDF. Et on aurait très bien pu faire une macro pour faire ça, une impression PDF de la même manière. Voilà, on a fait le tour de cet exercice. Euh, J'espère que ça aura répondu à toutes les questions que vous avez pu vous poser sur ce que vous avez raté, sachant qu'il y a toujours des tas de méthodes différentes pour arriver au même résultat. C'est pas parce que vous avez fait la même chose, enfin, c'est pas parce que vous avez fait différemment, mais que vous arrivez au résultat que c'est pas bon. Et vous avez eu vos points qui vous ont été envoyés. Donc après, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. J'ai très bien pu faire des erreurs dans la correction. C'est le cas de l'un de vos collègues qui m'a fait remonter l'information. Donc faites-le par contre s'entraîner si jamais vous avez une remarque, une réclamation. Après, peut-être qu'elle ne sera pas justifiée et que ça ne changera pas la note. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne année et puis je vous souhaite un bon courage pour le reste de vos partiels début juillet. Et puis qui sait, peut-être à l'année prochaine. Au revoir.